Eh ben, bienvenue à toutes et tous. Donc, je suis Elsa, je dirige l'antenne Île-de-France-Est du Labo des Histoires et je suis ravie de lancer désormais officiellement ce 4e rendez-vous des Échos du Labo qui est consacré aujourd'hui aux ateliers d'écriture en service psychiatrique. Avant d'entrer au cœur du sujet avec notre invité, je vous propose de vous présenter rapidement le Labo des Histoires parce que peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Nous sommes donc une association nationale d'intérêt général et notre mission, c'est de démocratiser la pratique de l'écriture chez les moins de 25 ans, donc enfants, ados, jeunes adultes. On met en place environ 3000 ateliers d'écriture par an qui sont animés par des artistes, des intervenants professionnels. Et au-delà de ces ateliers, notre mission au sens large, c'est de transmettre notre expérience et de faire en sorte que le maximum de jeunes écrivent. Donc ça passe aussi par des formations, des concours d'écriture, des dossiers qu'on met à disposition des jeunes dans toute la France. Nos ateliers sont organisés en partenariat avec des structures de 3 champs, le champ éducatif, le champ social, le champ culturel. Et au global, ça réunit environ 30 000 bénéficiaires par an. Dans ces 30 000 bénéficiaires, on estime qu'il y a environ 2 tiers qui s'adressent à des publics considérés comme empêchés, donc que ce soit pour des raisons sociales, parce qu'elles sont en situation de précarité, de décrochage scolaire, de handicap, ou des raisons géographiques, quartiers politiques de la ville ou des zones rurales isolées. Donc notre objectif, c'est vraiment de donner envie d'écrire au plus grand nombre. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé ce rendez-vous, les Échos du Labo, pour transmettre notre expérience sur des sujets variés et mettre en avant ce qu'on a pu faire, en espérant que ça puisse en inspirer d'autres. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux ateliers en service psychiatrique. À quelques chiffres avant de se lancer. Depuis 2023, au Labo des Histoires, donc à la fois en Île-de-France, mais aussi dans d'autres régions de la France hexagonale et outre-mer, on a mené une vingtaine de projets, ce qui représente environ 8 antennes qui se sont mobilisées sur ces projets. Il y a eu 11 établissements concernés. Donc, par exemple, le centre hospitalier Édouard Toulouse à Marseille, l'établissement public de santé mentale de Lille, le centre médico-psychologique Pauline Kergomar au Havre. Et en Île-de-France, on a une activité particulièrement fournie, entre guillemets, dans ce domaine, puisqu'on intervient dans 3 hôpitaux de l'assistance publique hôpitaux de Paris, à Colombes, à Paris et à Bobigny, dont on va parler plus précisément ensuite, mais également en dehors de la PHP, à Montreuil, à l'unité psychiatrique pour adolescents de l'hôpital André Grégoire. Donc toutes ces structures, soit les adolescents sont hospitalisés, soit ce sont des structures de jour, donc où ils viennent pour certains moments et ils sont toujours chez eux. En tout, ça représente 200 participations, donc tous les ateliers qu'on a menés depuis 2023-24. Donc ça représente quand même une part non négligeable de notre activité. Plus spécifiquement, on va parler donc avec notre invité du partenariat entre le Labo des Histoires et l'Entracte, qui est un hôpital de jour donc hébergé à l'hôpital Avicenne à Bobigny, en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Donc avant de lui donner la parole, je vais juste faire un tout petit historique de ce qu'on a mené ensemble. Ça fait environ 3 ans, entre l'année civile et l'année scolaire, qu'on travaille ensemble. On a mené plus de 25 ateliers avec 4 artistes au profil très varié qui sont intervenus. Et on a eu la chance que ces projets aboutissent assez souvent à des valorisations que je vais vous détailler ici. Donc on a eu un projet, le premier à l'écran à gauche, qui était un recueil édité avec les éditions du Seuil. Donc l'Entracte n'était pas le seul partenaire, c'était un projet qui était mené au niveau national où des jeunes de tous horizons avaient été invités à écrire la lettre qu'ils n'avaient jamais osé écrire. Et des auteurs et autrices l'avaient également fait, s'étaient prêtés au même exercice et le recueil rassemblait une sélection des lettres des jeunes et de lettres écrites par les auteurs et autrices du Seuil. Vous voyez juste à côté une autre couverture de recueil, La lettre que j'ai jamais osé écrire, qui là rassemblé l'ensemble des textes qui avaient été écrits dans les ateliers dans le cadre de ce projet pour valoriser en fait tous les jeunes qui avaient participé au sein de la PHP et pas seulement ceux et celles dont les textes avaient été retenus. Ça, c'est un projet qui avait été mené en 23-24 et l'année dernière scolaire, donc en 2024-2025, on a travaillé autour de la thématique de l'océan avec 2 artistes intervenantes, une personne qui est plutôt scénariste, Léonore Graser, et une personne qui a de multiples casquettes, mais notamment celle de conteuse et de musicienne. Et les jeunes, donc le même groupe, a travaillé toute l'année sur la thématique de l'océan, d'abord avec l'objectif d'écrire un scénario, dont l'un d'eux a été adapté en court-métrage d'animation, c'est ce que vous voyez en 3e image, La légende pour les baleines, par des jeunes des Gobelins,
l'école d'animation. Et l'ensemble des autres textes a, comme l'année précédente, été rassemblé dans un recueil. Voilà pour une présentation rapide de ce qu'on a déjà fait ensemble, puisque je pense qu'on va peut-être y faire référence au cours de notre entretien, et c'était pour que tout le monde ait à peu près les mêmes informations. Je vais laisser maintenant la parole à notre invitée, Amélie Coquart, qui est donc psychologue clinicienne à l'Entracte, qui est l'hôpital de jour pour adolescents de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Bonjour Amélie. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous présenter l'Entracte? Bien sûr, alors moi je m'appelle Amélie Coquart et donc comme l'a dit Elsa, je suis psychologue clinicienne à l'hôpital de jour l'Entracte, donc qui est un hôpital de jour pour adolescents et très jeunes adultes entre 12 et 21 ans et du coup de l'hôpital Avicenne à Bobigny. On reçoit, du coup, c'est un hôpital de jour qui a été créé en 2011, qui est non sectorisé. Donc, on reçoit des patients et des patientes d'un bassin assez large et on reçoit un éventail assez large de typologies de patients allant du reflux scolaire anxieux à la psychose et aussi à l'accompagnement du coup de la période adolescente, qui est une période aussi de grands changements. Pour les ados. Ok. Pardon pour le parasite. Oui. Est-ce que juste tu peux nous préciser à l'hôpital de jour comment ça fonctionne la prise en charge des patients? Comment ils viennent et comment se prend la décision, dans quel parcours ça s'inscrit? Alors nous, à l'hôpital de jour, du coup, c'est une prise en charge qui est faite en ambulatoire. Donc les patients viennent et repartent chez eux. Il n'y a pas de lit à l'hôpital de jour. Et c'est aussi c'est une indication qui est faite en seconde intention. Donc en fait, c'est généralement soit l'école, soit un psychiatre partenaire qui va nous adresser des patients. L'idée, c'est qu'on puisse nous suivre les patients sur plusieurs années au long cours. Et ce qu'on leur propose, c'est principalement des groupes à médiation thérapeutique. Donc on a plein de groupes différents. On est une équipe pluridisciplinaire. Voilà, donc on accueille les patients sur 1, 2, 3, 4 demi-journées. Amélie, donc on a à peu près 20 à 30 patients dans la filière. Ouais. Je ne t'entendais plus pendant un petit moment. Alors, on n'a pas beaucoup de réseau justement à l'hôpital. Là, c'était beaucoup mieux, mais je ne sais pas si c'est mieux. Peut-être que je m'approche alors un peu plus. Ouais, je veux bien. Ouais. Et du coup, je suis désolée de te faire répéter ce que tu disais sur les dernières phrases, je pense. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que nous, on accueille les patients sur généralement plusieurs mois à plusieurs années. Et ce qu'on leur propose, c'est des emplois du temps où ils viennent 1, 2, 3 ou 4 demi-journées par semaine. Donc, on travaille aussi beaucoup avec les collèges, lycées quand c'est des patients qui sont scolarisés. Et donc, on leur propose des médiations qui les accompagnent dans leur scolarité ou dans leur projet professionnalisant, par exemple. Quand tu dis médiation, est-ce que tu peux nous donner des exemples des activités qui peuvent être proposées? Bien sûr. Alors, du coup, c'est des médiations qu'on pense en équipe. Donc, selon ce qu'on identifie de bien pour les patients, mais aussi selon ce qu'on sait faire ou ce qu'on a envie de travailler avec eux. Donc, cette année, on a un groupe Adoscope qui est un groupe débat dont les sujets sont choisis par les adolescents. On a un groupe Escalade qui se passe en dehors de l'hôpital de jour dans une salle d'escalade. On a aussi un groupe autour de la musique et du corporel. On a lancé cette année un atelier d'écriture dont on parlera peut-être un peu plus tard. On a un psychodrame. Psychodrame, est-ce que tu peux expliquer peut-être? Alors oui, le psychodrame, c'est une médiation dont le cadre est pensé selon la psychothérapie psychanalytique, où en fait, c'est des patients qui vont penser en groupe un scénario, puis il va ensuite être joué par les co-thérapeutes et les patients, et l'idée c'est qu'ensuite on puisse élaborer, surtout eux puissent élaborer sur le scénario
qu'ils ont créées ensemble. Et donc, ce sont toujours des activités de groupe, mais par contre, ça peut être des activités soit plus physiques, soit des activités plus créatives, c'est ça? Oui, en fait, nous, on pense un peu notre travail avec les ados sur 2 axes, l'axe psychique et l'axe corporel. Et c'est pour ça, en fait, qu'on essaye de proposer une variété de médiation. On travaille aussi, du coup, on a une psychomotricienne dans l'équipe. En fait, on rentre par différents axes de travail. Et le psychique est tout aussi important que le corporel, et les deux se travaillent ensemble, en fait. Merci pour cette présentation complète. On pourrait en parler encore longtemps, mais on va rentrer un peu plus dans notre sujet, à savoir les ateliers d'écriture. Donc, le programme d'aujourd'hui, ce sera d'abord quels sont les enjeux à proposer des ateliers d'écriture en service psychiatrique et notamment à l'entracte, les spécificités pour les personnes qui les animent et puis pour le cadre général dans lequel ça se passe, et enfin les impacts à la fois pour les patients et patientes, peut-être aussi pour l'équipe soignante et plus largement l'hôpital. Et enfin, vous aurez un temps de questions en passant par le chat. Donc d'abord les enjeux, tu nous en as déjà parlé, mais est-ce que tu peux revenir un peu plus sur donc, le quotidien à l'hôpital psychiatrique et la manière dont vous travaillez et l'importance, tu l'as évoqué, du fait que ce soit un suivi pluridisciplinaire et qu'il y ait plusieurs corps de métier qui soient impliqués dans le suivi de ces patients? Bien sûr. Donc nous, à l'hôpital de jour, on est une petite équipe. On a du coup un pédopsychiatre, une éducatrice, un infirmier, une infirmière, une assistante sociale et une psychomotricienne. Et en fait, on travaille tous ensemble parce que ce qui compte, c'est pas tellement, c'est évidemment notre profession, notre formation, mais on la met aussi de côté par rapport au rôle qu'on va prendre pour les patients. Donc, comment chaque patient va se saisir de nous, de notre profession, mais aussi de notre personnalité et de ce que nous, lui, on peut lui évoquer dans le transfert, dans la dynamique transférentielle. Donc, on met vraiment de côté cette hiérarchie-là pour mettre en avant la subjectivité de chacun. Donc, nos caractères, nos manières d'être. Ok. Est-ce que tu aurais un exemple pour qu'on comprenne un peu mieux, peut-être quand on connaît mal ou peu les termes psychiatriques? C'est vrai. Un exemple, un patient peut être très différent avec 2 membres de l'équipe. Il peut venir nous poser des choses à un membre et pas à l'autre. Et en fait, tout ça, ça va venir créer une dynamique groupale. Nous-mêmes, en tant que soignants, on va se mettre au même niveau que les soignés. Je veux dire, on travaille aussi de manière très horizontale selon la thérapie institutionnelle, où en fait on casse le lien qui peut être vertical parfois entre patients soignants. Mais je veux dire, on s'appuie beaucoup sur nos subjectivités à nous pour permettre à la subjectivité des patients d'émerger aussi, surtout à l'adolescence. Ok. Pardon. Dans les ateliers d'écriture, dans ce contexte-là, je suppose du coup qu'il se joue des choses peut-être un peu différentes de ce qui se joue dans un atelier d'écriture dans d'autres cadres. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? L'écriture, c'est une médiation qui permet plein de choses, et notamment à l'adolescence, où, comme je le disais un petit peu avant, c'est quand même une période de grands changements et de grands remaniements. Pour nos ados, et en fait écrire, ça permet de travailler le récit, la mise en récit, et ça leur permet par exemple à eux aussi de créer un récit autour de leur enfance pour leur permettre de penser aussi leur entrée dans l'âge adulte. Ça permet aussi de faire un lien entre l'imaginaire et la réalité, là où certains patients ont du mal en fait à différencier le réel du fantasmatique. Parce qu'il y a certaines pathologies, même si tu nous disais qu'on ne posait pas forcément de diagnostic à cet âge-là, mais parce qu'il y a certaines pathologies qui peuvent modifier ce rapport à la réalité et à l'imaginaire. C'est ça. En fait, comment dire? Oui, en fait, où il y a pas cette prise de distance que nous, on peut avoir en tant que soignant entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel, ce qui est de l'ordre du fantasmatique et ce qui est de l'ordre de la réalité. Tout ça, ça fait partie de certaines pathologies. Pour en revenir du coup un peu à l'écriture, à l'importance des ateliers d'écriture, donc ça permet aussi de travailler la subjectivation. Donc ça, c'est un terme que j'ai déjà dit plusieurs fois.
mais travailler un peu justement pour ces ados, le devenir adulte, la séparation des parents, l'entrée du coup pour certains dans la majorité. Voilà, donc c'est vraiment mettre en récit et permettre de s'ancrer aussi au travers de l'écriture, hein, où en fait c'est aussi le corps et le psychisme qui travaillent ensemble. On écrit et ça permet, oui, du coup, de rentrer en lien avec les autres patients, ou alors avec les soignants, ou avec les médiateurs et médiatrices qui viennent nous aider dans ces travaux-là. Ouais, donc dans les ateliers d'écriture, ce qui se joue, c'est à la fois le rapport à l'écriture personnelle et ce qui peut être signifié pour chacun, mais aussi le fait de pratiquer une activité en groupe, comme pour les autres activités dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. En fait, on travaille aussi beaucoup avec les mots, avec les métaphores, parce qu'un mot peut avoir un sens pour nous et dont le sens est totalement différent pour tel ou tel patient. Donc on travaille beaucoup. C'est intéressant d'avoir vos réactions, mais aussi celles des artistes qui accompagnent, qui elles, parce qu'en l'occurrence c'était que des femmes pour le Labo des Histoires, ont peut-être un œil plus littéraire, mais ça permet aussi de travailler la langue sur tous ces aspects. Alors, pardon, j'avais un petit bruit dans les oreilles, c'est la raison pour laquelle je me suis arrêtée. Maintenant que tu nous as donné le contexte, alors dans les grandes lignes, parce que je pense qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps, j'aimerais qu'on plonge un peu plus dans les coulisses et dans la réalité concrète de l'organisation d'un atelier d'écriture en service psychiatrique. Est-ce que tu peux nous dire les particularités des conditions dans lesquelles ça se réalise, en tout cas les conditions dans lesquelles se réalise cet atelier, le rôle de chacun, donc justement tu le disais, de chacun des membres de l'équipe, et puis on y viendra après ce qui se passe après l'atelier et les discussions qui peuvent y avoir. Oui. Alors, comme j'ai pu le dire plus tôt, on fonctionne beaucoup selon un rapport soignant-soigné. En fait, ça veut dire qu'on va, nous, en tant que soignants, faire partie du groupe aussi. On va participer, bon, évidemment, pas dans une dimension de soins comme pour le patient, mais en fait, on va être présent. Donc, c'est des groupes qu'on pense en général en juillet et qu'on met en place sur un an, enfin du coup sur une année scolaire, donc qui ont lieu une fois par semaine, donc toujours avec les mêmes soignants. Donc on travaille autour de médiation qui nous parle à nous aussi, avant d'être pensé dans une dimension plus thérapeutique. En fait, on essaye de travailler avec des choses qui nous animent nous aussi en tant que sujet. Donc le groupe dure en général entre 45 minutes et 1 heure, plus du coup un temps de post-groupe, où là on se réunit entre soignants avec le ou la médiatrice, si jamais il y en a une dans le groupe. Voilà. Et quand tu disais que vous vous mettiez au même niveau que les jeunes, c'est-à-dire que vous aussi vous écrivez selon les mêmes consignes, comment ça se passe concrètement? Alors nous, évidemment, on reste dans une posture de soin. Ça veut dire que nous, on va faire le groupe aussi. C'est-à-dire on va écrire quand il faut qu'on écrive. On va aussi avoir une fonction de support du patient quand il en a besoin. Mais en fait, on fait partie de l'enveloppe groupale. Je veux dire, c'est pas les patients et nous, c'est en fait tous ensemble autour d'une médiation. Donc oui, on peut aussi être amené à écrire, on peut être amené à dessiner, mais en fait tout ça, c'est des choses aussi qui se pensent dans l'intérêt des patients. Donc, je réagis à ce que tu dis, parce que moi, j'ai assisté à des ateliers, je voulais te faire réagir là-dessus, parce que certains ateliers, les premières consignes qui avaient été données par les autrices, les soignants avaient écrit, et les deuxièmes, ils avaient moins écrit en me disant qu'il y avait un équilibre à trouver entre ce qui pouvait dévoiler d'eux ou non par rapport aux soins. Donc, je veux bien que tu en dises un peu plus. Oui, bah alors en fait, on est constamment, surtout ici beaucoup à l'hôpital de jour, on est constamment en fait dans une posture thérapeutique. En fait, on va toujours être dans le soin, que ce soit quand les patients sont là, quand les patients ne sont pas là, où on parle d'eux. En fait, on est toujours en train de penser à la dimension thérapeutique de notre accueil. Et le fait d'écrire, en fait, le fait que nous aussi on écrive à certains moments, ça peut aussi aider les patients en fait à se projeter. Ça peut aussi être un support pour le patient. Après, évidemment, quand c'est autour des patients et que l'idée c'est de travailler un cadre où c'est eux qui écrivent, nous on n'a aucun souci en fait à se mettre un peu plus en recul. Et en fait, justement aussi le fait de participer et à certains moments de se mettre un peu plus
en recul, en fait, ça nous permet, nous, de pouvoir observer des choses. Ça nous permet d'être un support différent pour les patients. Donc, je veux dire, tout ça, en fait, c'est un cadre qui se réfléchit toujours en amont, qui peut s'ajuster aussi selon la dynamique de groupe, selon le médiateur ou la médiatrice. Mais en fait, on s'adapte, mais c'est toujours des choses qui sont pensées dans la dimension thérapeutique, en fait, de comment ça peut venir soigner le patient. Et justement, alors je dis justement parce que je fais un lien qui est peut-être pas pertinent, mais comment vous choisissez les patients et patientes spécifiquement pour un groupe d'écriture, donc peut-être en fonction de leurs envies, mais aussi de quelle dimension à travailler entre guillemets pour eux? Alors, en fait, ici, on mélange les patients dans les groupes. On ne fait pas du tout, on ne classe pas les patients selon la pathologie. Mais du coup, en fait, on va travailler des choses très différentes, en fait, et on réfléchit aux indications en amont. Donc, évidemment, on essaye aussi de voir si ça colle à ce que le patient aime. Mais en fait, ça va dépendre, je veux dire. L'accès à la dimension fantasmatique, ça peut être un axe de travail. Le fait de réussir aussi à se concentrer sur une histoire pendant un temps donné, c'est aussi un axe de travail. En fait, ça va dépendre de chaque patient. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on pense à chaque patient, je veux dire, et on réfléchit à quel groupe pourrait lui faire du bien et pourquoi. Je veux dire, on pense les groupes et puis ensuite on pense les patients, on projette un peu les patients dans les groupes. Mais c'est tellement différent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un patient qui se ressemble. Donc, les pathologies, les histoires sont très différentes. Voilà. Et on parlait tout à l'heure du temps qu'il y a après l'atelier, donc ce temps que vous appelez le post-groupe. Est-ce que tu peux nous dire à quoi il sert et comment l'intervenant artistique, donc bon, alors en l'occurrence les autrices du labo, mais je suppose que c'est pareil pour les autres, se positionne, voilà, quel est l'objectif et comment ça se passe? Donc du coup, nous sur un temps de groupe, il y a donc le groupe avec les jeunes, les patients, et nous on a toujours un temps de post-groupe. Où du coup on se réunit entre soignants du coup qui portent le groupe et quand il y a un médiateur ou une médiatrice, il ou elle peut être inclus dans le post-groupe. En fait, l'idée c'est que c'est un temps où aussi on se pose et on met en récit toujours ce qui s'est passé pendant le groupe pour chaque patient subjectivement ou bien dans la dynamique groupale, ce qu'on observe, ce que tel patient a pu dire. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de choses que vous observez? Parce que moi, j'ai été frappée à chaque fois que j'ai été là dans les post-groupes, d'éléments que vous avez remarqué, je dis vous au sens large, au sein de l'équipe, que vous avez remarqué, qui étaient souvent différents de ce que nous on notait. Alors parfois, il y a des choses où on se rejoignait, mais ça m'avait interpellé les détails auxquels vous faisiez attention. Nous, en fait, on observe beaucoup comment le patient va rentrer en lien avec les autres. Est-ce qu'il arrive à rentrer en lien? Comment est-ce qu'il rentre en lien? Est-ce que c'est là, je prends un exemple. Est-ce que c'est en passant un stylo à son voisin ou à sa voisine? Chose qui ne se fait pas, en fait, dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on observe que le patient ou la patiente se replie sur elle-même à certains moments? On essaie de comprendre pourquoi. On essaie de réfléchir aux associations que peut faire le patient quand il propose telle ou telle histoire. En fait, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on essaie de se poser et qui vient en fait donner aussi un sens au groupe qui vient d'avoir lieu. C'est aussi un temps où nous on se pose pour écrire et nous-mêmes aussi en fait on écrit lors de ces temps de post-groupe et ça nous permet de garder une trace aussi de ce qui s'est passé. En fait, l'idée c'est qu'à la fin de l'année scolaire, toujours, on se pose un peu dessus et puis on essaie de retracer un peu l'année et les évolutions et les choses qu'on refera, les choses qu'on refera peut-être pas. Donc en fait voilà, l'idée c'est de vraiment en fait il y a vraiment aussi la question de la trace dans l'écriture où en fait on passe de quelque chose qui est dans la tête à une chose qui est réelle. Donc l'écriture se fait un peu à deux niveaux dans nos ateliers, parce qu'il y a ce qu'on propose nous et puis ce que vous faites finalement ensuite. Oui, c'est ça. Et en fait, dans les deux cas, ce qui compte aussi, c'est qu'une trace est laissée et que ça rend, ça fait exister quelque chose qui était de l'ordre de la fondation. Ok. Et est-ce qu'il y a des spécificités pour les personnes qui viennent animer ou bien est-ce que c'est vous qui vous adaptez et en fait la personne vient avec son univers en gros? Ouais. En fait, nous, c'est un peu comme ce que je vous disais quand je vous parlais de l'équipe, mais c'est vrai que
On s'appuie énormément, évidemment, sur les compétences et les formations de chacun, mais on s'appuie aussi énormément sur la subjectivité de chacun. Et ça veut dire que pour venir animer un atelier à l'hôpital de jour, il faut venir aussi un peu comme on est. Enfin, ça veut dire que nous, en fait, on s'appuie énormément sur les animateurs et animatrices parce qu'elles ramènent aussi une part de réalité dans les murs de l'hôpital. En fait, ça peut venir aussi. En fait, il n'y a pas de case à cocher pour venir faire ça. C'est en fait venir comme on est, avec l'envie d'être là. Et puis, dans tous les cas, ça nous permettra à nous en tant que soignants, de travailler des choses différentes. Et oui, donc il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de choses à ne pas faire a priori. Enfin, en tout cas, pas plus dans un autre atelier avec des jeunes, quoi. Non, et puis nous, en fait, c'est aussi l'intérêt de la petite équipe, c'est qu'on s'adapte aussi, on parle beaucoup aussi en général avec les médiateurs et les médiatrices. Enfin, ça veut dire qu'ils font partie à part entière de l'équipe le temps d'un groupe, mais ils sont là dans une place qui est très importante tant pour les patients que pour nous en tant que soignants, où ça nous permet de reprendre aussi une place, pas reprendre, mais de prendre une place différente dans le groupe. Du coup, on ne porte pas, donc on s'appuie aussi sur les médiateurs. Mais non, il faut avoir envie. Et, en fait, le médiateur ou la médiatrice va venir faire partie d'un groupe. Et c'est comment le groupe va fonctionner ensemble. Ouais, et vous, équipe, vous êtes à la fois dans le groupe, mais à la fois, vous avez toujours ce rôle de soignant dont vous êtes garant, parce que c'est une question qu'on avait posée quand on avait préparé l'entretien, mais qu'on nous pose assez souvent, en hôpital psychiatrique, on imagine qu'il peut y avoir des réactions intenses de la part des patients, mais à ce moment-là, c'est plutôt à vous de prendre en charge ça et pas à la personne qui anime. Oui, c'est ça. En fait, après, nous, on est constamment, évidemment, dans un rôle de soignant. Mais c'est vrai qu'en fait, d'avoir une personne de l'extérieur, comme on les appelle un peu, mais je veux dire une personne qui ne fait pas partie de l'hôpital de jour, en fait, nous, ça nous permet aussi de voir comment le patient va se confronter à cette réalité-là aussi. Je pense à un autre groupe qu'on fait en dehors, groupe escalade, où en fait là c'est pareil, c'est aussi le caractère du prof d'escalade. En fait, c'est comment du coup ça vient nous, en fait ça nous permet déjà d'observer des choses différentes et de se mettre dans une posture où on peut aussi se laisser porter par la médiation et se mettre d'une certaine manière encore au même niveau que celui des patients. En fait, tout ça en fait c'est aussi beaucoup une dynamique qui s'installe. Mais nous, en effet, ça nous permet de prendre un recul qu'on ne prend pas forcément quand c'est nous qui animons le groupe aussi. Mais tout est très intéressant, en fait. Je veux dire, tout peut être source de réflexion. Absolument tout, quoi. Ce qui se dit, mais aussi ce qui ne se dit pas, ce qui se fait, ce qui se fait pas, quoi. C'est tout. Tout est thérapeutique. Jolie conclusion pour ce petit temps d'échange-là. Maintenant, on va passer, si tu veux bien, aux impacts. Donc, à la fois, essentiellement sur les patients et patientes. Si tu as des exemples concrets en tête, sinon je pourrais compléter parce qu'information qu'on n'a pas donnée au début de cet échange, tu es arrivé récemment dans le service. Oui. Et donc, tu n'étais pas là pour la plupart des projets que le Labo d'Histoire a menés avec l'entracte. Ce qui n'empêche pas de nous parler des impacts possibles sur les patients et je pourrais peut-être ajouter un exemple. Si ouais, carrément. Les impacts sur les patients, en fait, il y en a plusieurs quand on travaille du coup avec l'écriture et je pense notamment à une patiente qui a vécu comme dans une sorte de dévoilement et écrire des choses qu'elle n'arrivait pas forcément à dire. C'est aussi des patients qui arrivent, comme je disais tout à l'heure avec le stylo, en fait, à rentrer en lien. C'est des patients qui arrivent aussi à prendre la parole devant d'autres quand il s'agit de lire. Ça peut aussi permettre de faire des compromis aussi quand on fait une histoire commune. Ça va être comment est-ce qu'on arbitre et comment est-ce qu'on peut lâcher prise en tant que patient parfois très rigide aussi. Je veux dire tout ça. En fait, tout ce travail, quoi. Et les impacts, pareil, sont très nombreux. Mais Elsa, peut-être que tu veux donner un exemple dont on avait pu parler. Ouais, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, il y avait beaucoup d'exemples, mais ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était dans un des projets qu'on avait mené, donc la première année scolaire où on a travaillé ensemble, donc en 2023-24. On avait eu un projet, donc d'abord avec Béatrice Fontanelle, une autrice, sur le projet avec les éditions du Seuil, où chacune avait écrit des textes assez intenses. Et ensuite, on avait enchaîné avec une conteuse
qui avait fait écrire des comptes à chacun. Je crois que c'était des comptes individuels, donc à chaque participant. Et elle était venue avec son violon pour la dernière séance parce qu'elle est conteuse et musicienne. Et pour pas mettre les jeunes en difficulté, elle avait juste, elle, proposé de lire certains textes d'abord et puis ensuite d'en accompagner, mais ceux et celles qui voulaient au violon. Et ça avait donné lieu à un moment assez émouvant parce que beaucoup de jeunes, dont a priori les patients, enfin les soignants, s'attendaient pas à ce qu'ils prennent la parole, l'avaient quand même fait. Et pour certains, certaines avaient pu lire donc devant d'autres, ce qui était déjà quelque chose en soi, lire en écoutant le violon et en s'accordant avec la musicienne. Et ce qui pour nous, donc l'intervenante et moi, était chouette, mais ne mettait pas en jeu autant de choses, avait pour certains soignants signifié énormément sur voilà, cette capacité et cette volonté de ces jeunes-là à lire sur le violon, par exemple. Ouais. Oui. Enfin, c'est des moments qui peuvent paraître en effet assez beaux, mais pas importants. Là où en fait pour nous c'est un moment clé aussi de la prise en charge. En fait. Et pour vous les soignants, l'équipe, est-ce que ça a un impact? J'espère que oui. Si oui, quoi? Est-ce que ça peut changer des choses? Est-ce qu'il y a des traces qui sont laissées aussi? Oui, en fait, du coup, nous, là, je pense que je vous ai déjà pas mal parlé de l'intérêt pour les soignants d'avoir des gens de dehors qui viennent dedans. Mais c'est vrai que même là, tu montres le recueil sur la présentation, c'est aussi un recueil qui fait trace en fait et qui fait état de ce qui a été fait. Et c'est vrai que moi qui suis arrivée il y a un petit peu plus de 6 mois, c'est une des premières choses qu'on m'a donné quand je suis arrivée, en me disant tiens, ça c'est une chose qu'on a fait avec les patients et avec le labo des histoires. En fait, ça permet aussi de voir que, en fait, pareil, c'est rendre tangible tout un travail qui est fait sur un an. En fait, c'est vrai que le fait d'avoir un livret qui reste, en fait, là, c'est marrant parce que ce matin, j'étais dans le bureau et je les ai vus encore. Enfin, je veux dire, ils sont là, ils font partie aussi de l'hôpital de jour. C'est un héritage, en fait, un peu. C'est des choses qui font trace et sur lesquelles aussi on s'appuie pour parler de tel ou tel patient, pour raconter telle ou telle histoire. Enfin, oui, c'est important aussi de garder des traces. Oui, ça nous a fait plaisir quand tu nous avais dit que tu avais transmis ce document à ton arrivée. Oui. Est-ce que tu as autre chose à nous dire en général avant qu'on passe aux questions qui sont passées sur le chat? Oui, peut-être que oui. Alors juste peut-être dire, parce qu'en effet, ça fait pas très longtemps que je suis là, mais c'est vrai que tout le travail qui a été fait avec le labo des histoires, ça nous a permis, nous, en équipe, de penser un groupe, donc un groupe écriture et dessin, du coup, qu'on mène, donc qu'on porte, nous, soignants. Okay. Pour le moment, je veux dire, après, c'est des choses qui s'adaptent, mais c'est vrai qu'on est très inspiré et on pense souvent à des jeux d'écriture que vous faisiez en début de groupe et en fait, on les reproduit aussi. Donc, ça veut dire que même nous, en tant que soignants, on s'inspire de ce qui peut être fait par les médiateurs et les médiatrices pour mettre en place ensuite, nous, nos dispositifs thérapeutiques. C'est chouette aussi. Voilà. Deux choses qui nous avaient fait plaisir. Merci à toi. Je suis en train de regarder, je vous demande une seconde les questions que Stéphane m'a transmises. Alors, il y en a une à laquelle tu as déjà répondu, mais je la repose peut-être pour que tu rentres un peu plus dans le détail. C'est associez-vous de jeunes patients avec des pathologies similaires ou toutes pathologies confondues? A priori, tu disais que c'était mélangé dans les groupes. Est-ce qu'il y a quand même des choses que vous évitez, par exemple? Alors, évidemment, on réfléchit à la potentielle dynamique groupale et aux patients qu'on met dans un seul, dans un même groupe. Après, on est toujours très surpris aussi de la dynamique qui peut se créer entre les patients. Et en fait, nous, on part du principe que mélanger les pathologies, ça permet aussi aux patients d'ouvrir leurs identifications et d'ouvrir, en fait, et pas de se cantonner dans un seul et même trouble. Voilà. Donc oui, on mélange les patients, mais tout évidemment en gardant en tête tel ou tel symptôme qui ne peuvent ne pas fonctionner ensemble ou autre. Mais oui, on part du principe que le groupe se crée avec la diversité et la subjectivité de chacun. Ouais. Et avec parfois des surprises, donc. Et avec très souvent, mais avec très souvent des surprises. Hein.
Je veux dire, nous, on a nos propres projections de soignants, mais en fait, on est souvent très surpris, et notamment par les adolescents, Ouais. qui sont quand même très surprenants aussi. Est-ce que tu aurais un exemple en tête ou pas pour qu'on puisse avoir, en dehors atelier d'écriture, enfin, quel que soit le contexte. Oui, en fait, c'est comment est-ce que une patiente qui est dans un refus scolaire, mais qui a quand même été à l'école, peut aider une autre patiente qui, elle, n'a jamais eu de scolarité normale, en fait, à lire. Je veux dire, c'est comment, en fait, il y a ces liens-là qui se créent d'aide et de soutien aussi entre patients, entre soignants, par exemple. Il y avait 2 autres questions dans le chat auxquelles je vais me permettre de répondre parce que c'est vraiment sur la mécanique des ateliers d'écriture et évidemment, Amélie, si tu souhaites compléter, tu pourras le faire. Donc les 2 questions, c'était: vous appuyez-vous sur des contraintes d'écriture spécifiques et est-ce qu'il y a des retours et des interactions en live entre les animateurs et les jeunes? Est-ce qu'il y a un cadre pour ces retours-là? Donc je vais répondre aux 2 questions en même temps parce qu'elles relèvent un peu de la mécanique de l'atelier d'écriture. Donc sur les consignes, il n'y a pas de consignes spécifiques a priori. Là, je suis pas rentrée dans le détail tout à l'heure, mais je peux redonner quelques éléments. Dans tous les projets qu'on a menés, nous, avec les jeunes de l'hôpital de jour, on a vraiment abordé des choses extrêmement différentes. Donc, comme je le disais, le projet avec les éditions du Seuil, c'est celui qui était peut-être le plus en direct sur des émotions, puisque c'était vraiment la lettre que je n'ai jamais osé écrire. Donc, on rentrait vraiment dans des choses, si on le souhaitait, bien sûr, hein, assez personnelles et intimes et émouvantes. D'ailleurs, on était tous assez émus dans cette série d'ateliers, mais sans manière d'aborder les choses pensée en amont. C'est vraiment l'autrice qui a réfléchi à comment elle faisait travailler les jeunes sur cette thématique. Ensuite, quand on a écrit des contes, ils étaient beaucoup plus libres sur la thématique, mais l'intervenante amenait sa connaissance vraiment théorique sur comment on sait un conte, comment on le structure, etc. On a aussi écrit une chanson collective, par exemple, dans la thématique de l'océan. Donc il y avait aussi des choses qui venaient par les jeunes, notamment cette chanson qui est un peu venue comme ça en discutant de ce personnage collectivement inventé et du fait qu'elle voulait devenir chanteuse. Et donc on a imaginé la chanson. Donc en termes de consignes d'écriture, il n'y a vraiment rien de spécifique qu'on proposerait à ces patients et qu'on ne proposerait pas ailleurs ou l'inverse. Et sur l'interaction entre les artistes intervenantes et les jeunes, évidemment qu'il y en a, et toutes les personnes avec lesquelles on a travaillé jusque-là, en gros, pour répondre rapidement, à la fois se sont permises de dire quand elles étaient émues par des textes, parce que c'est difficile parfois de le cacher, mais par contre, le reste de leurs échanges sur les textes écrits par les jeunes était vraiment de l'ordre littéraire, pour, comme on le disait tout à l'heure, vous laisser éventuellement réagir, vous, après ou pendant, sur l'aspect qui pourrait relever plutôt du patient et de ce qu'il exprime en lien avec son suivi. Mais par contre, nous, nos intervenantes, en l'occurrence, notaient vraiment des choses littéraires. Donc, noter que là, il y avait une jolie métaphore, que telle image dans le texte leur avait fait penser à un texte qu'elles aimaient beaucoup. Enfin, voilà. Donc, des choses vraiment littéraires. Je ne sais pas si tu as envie de compléter, Amélie, et sinon... Non, ça va. Je regarde la dernière question, mais qui est liée à celle-ci, parce que là, du coup, moi, j'ai répondu sur comment nos artistes réagissaient en direct au texte. Et il y a une autre question qui demande si vous rediscutez de leur texte avec les jeunes en dehors des ateliers. Alors, tout ça, ça va. Est-ce que ça aurait du sens ou non? En fait, ça va dépendre évidemment du cadre qu'on a pensé pour le groupe, mais en fait, l'idée, c'est aussi de... En fait, c'est de... Alors, comment dire c'est que cette dynamique groupale reste groupale. Vous voyez? En fait, c'est que ce qui se passe dans le groupe, on ne va pas forcément en parler, on ne va pas forcément le présenter à d'autres jeunes, d'autres patients. En fait, c'est vraiment, c'est aussi une sorte de contenance, en fait, de garder ce qui a pu traverser le patient pendant le groupe dedans. Mais bon, après nous, évidemment, en équipe, on en reparle et si besoin est, on peut en reparler aussi. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de protéger cette création groupale qui est faite de semaine en semaine. Donc, on ne va pas forcément en reparler, sauf si grosse nécessité.
ou autre, quoi. Mais en fait, tout ça, c'est aussi des choses qu'on pense, hein, en fait, avant de lancer les groupes, c'est quel est le destin des productions, est-ce que ça a vocation à être édité en livret ou pas? Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des choses auxquelles on pense et qui ont un sens aussi dans ce qu'on cherche à travailler, nous. Par contre, comme tu le disais, comme le groupe fait l'objet d'une trace écrite dans vos post-groupes ensuite, et que ça peut faire l'objet d'une discussion globale avec le patient ou la patiente en fin d'année, là, c'est peut-être l'occasion éventuellement de revenir sur des choses qui se sont passées. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Après, quand même, on condense aussi pas mal quand on fait des retours aux patients. Enfin, je veux dire, on essaye de réfléchir enfin, je veux dire, à comment ça s'est déroulé sur l'année, sur les progrès, sur ce qu'on a pu nous. Mais oui, après, enfin, de toute façon, on s'appuie nous, si besoin, sur les textes ou sur les créations. Mais après, l'idée, c'est que ça reste quand même dans cette intimité et cette dynamique groupale, qui se crée en fait au long de l'année. Ok. Eh ben, merci beaucoup Amélie. Il n'y a pas eu d'autres questions dans le chat. Donc je te remercie. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie à tous d'avoir suivi nos échanges. Et vous allez recevoir un petit questionnaire, il y a peut-être déjà eu le lien dans le chat, mais un petit questionnaire de satisfaction et puis pour prendre vos commentaires sur cet épisode des Échos du Labo. Et le prochain rendez-vous sera un peu spécial, il sera consacré à la formation et à comment concevoir et animer un atelier d'écriture. Et il aura lieu le 25 novembre, donc vous recevrez également un formulaire d'inscription si jamais cela vous intéresse. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci beaucoup.